Le rêve est un monde parallèle dans lequel nous vivons des expériences ordinaires et insolites. Certaines s'en rappellent, d'autres moins. Mais nous avons toutes et tous la faculté universelle de rêver. De quoi rêve-t-on lorsque l'on s'endort ? Quel sens y mettons-nous ? Quelle place a le rêve dans nos vies à l'état de veille ? Nous sommes Mimi Sao et Zoé Cléopatra, rêveuses passionnées, et nous vous proposons une série de 8 épisodes sur l'univers onirique. Entre créations originales et témoignages, ce podcast offre des clés puissantes sur le monde magique et mystérieux des rêves. Salut, nous revoilà pour le 3e épisode des Rêveuses. Cette fois, on a eu envie de comprendre comment le rêve pouvait nous aider à prendre conscience de soi, à se connaître un peu mieux. Durant cet épisode, vous entendrez les témoignages de Josie, Alice, Juline et Mathéo qui nous embarquent dans les profondeurs de leur inconscient et nous expliquent comment elles le perçoivent et ou interprètent les images de leur univers intérieur. Vous entendrez également Aline Magnin, interprète des rêves, installée à Oyonnax en Auvergne-Rhône-Alpes. Praticienne depuis plus de 20 ans, elle s'est formée avec la thérapeute Christiane Riedel, interprète des rêves qui s'inscrit dans la voie du psychiatre Carl Gustav Jung. Au-delà de l'approche symbolique et psychanalytique, Aline s'interroge sur chaque élément du rêve et le ramène à la réalité du quotidien pour comprendre les points cachés, non révélés. Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation, dit un jour Carl Gustav Jung. Alors si les rêves sont la voie royale de l'inconscient, on vous propose d'explorer ce que peut offrir la curiosité portée au message de son univers onirique. On pratique ce qu'on appelle la technique de l'interview. La technique de l'interview, c'est une technique qui a été mise au point par Gail Delaney. Donc c'était une psychologue clinicienne dans les rêves américaine. Et donc Christiane Riedel, c'est avec elle que j'ai appris l'interprétation. Elle l'a donc un peu, elle l'a reprise. Et donc c'est parce qu'on trouve ça extrêmement pertinent. C'est-à-dire que chaque élément du rêve, on va se demander ce que c'est. Par exemple, je ne sais pas si vous rêvez d'un chat. Eh ben, qu'est-ce que c'est qu'un chat ? Bon, ben, c'est un animal. Il est comment ? Ben, les personnes vont dire des choses différentes. Je veux dire, pour chaque élément est spécifique à un rêve. C'est-à-dire que les dictionnaires du rêve, ils ne marchent pas, en fait. Parce que son rêve personnel, il n'est pas écrit quelque part. Il faut chaque fois découvrir et aller on mène une enquête, en fait. Et on voit comment cela nous renvoie à notre quotidien, à ce qu'on a vécu, souvent la veille ou les jours précédents, mais souvent la veille, et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et le rêve, il vient vraiment pointer ce qu'on a besoin de savoir. C'est-à-dire que soi-même, on a une certaine idée de ce qu'on vit la journée, puis en même temps, on se pose des questions, et en fait, la nuit, le rêve vient on peut dire, nous resservir la chose, mais sous des déguisements, sous des images métaphoriques, des métaphores, on peut dire, qui nous font prendre conscience de points qu'on n'a pas vus tout de suite. C'est-à-dire que ça nous fait prendre conscience de nos points aveugles. Et c'est pour ça qu'interpréter tout seul, c'est difficile. L'interprétation, c'est un dialogue. Je ne vais pas interpréter le rêve à leur place. Simplement, ils m'envoient le texte de leur rêve. Et moi, je vais regarder, effectivement, je vais le préparer dans le sens où je vais voir un peu le scénario du rêve. Je vais pouvoir repérer des choses dans le rêve. Par exemple, des choses qui vont se répéter, des choses contradictoires, des choses, plein de choses. Et ensuite, je vais lancer un dialogue avec la personne. Je vais l'interviewer sur les images du rêve et aussi qu'elle va faire le lien avec sa vie. Et chaque fois, on va vérifier ce qu'elle dit, si ça correspond bien à ce que dit le rêve. Alors, on procède aussi à des vérifications pour être sûr de ne pas se tromper, et pour découvrir aussi ce que le rêve a à lui dire et pourquoi ça vient en ce moment dans la vie de la personne surtout. Alors comment on sait
quand l'interprétation a été bien réalisée, vous voyez? Eh ben, en général, la personne, elle ressent le soulagement. C'est-à-dire qu'on le ressent dans soi, on se dit ah oui, c'est ça. Voilà, on ressent, il y a une sorte de libération à l'intérieur. Un rêve où j'ai eu... où, par exemple, dans le rêve, je me faisais enlever. C'était spécial. Mais je pense que ça peut venir d'un problème de sentiment d'abandon. Dans mon rêve, par exemple, j'ai appelé quelqu'un pour prévenir qu'on venait de m'enlever. Et la personne, au bout du téléphone, elle me disait « Non, mais arrête tes conneries, dis pas des bêtises. » Et ça pourrait correspondre à la peur d'avoir un rejet de la part d'une personne quand tu lui demandes de l'aide, par exemple. Donc ça passe tout le temps, mais ça peut être lié à ce que je vais vivre, même si c'est inconscient, parce que sur le moment, je me dis pas « Ah ouais, je ressens un sentiment d'abandon. » Mais c'est inconscient, donc à travers mes rêves, ça va réapparaître. J'ai essayé de voir quelqu'un pour ça. Il m'a un peu aidé, il m'a pas aidé, mais il m'a dit, il m'a présenté la chose comme quoi le rêve, c'était en gros, quand tu dors, t'as un petit policier ou un petit gendarme qui te dit, les idées, on s'arrête là, ça va là, mais du coup, ça en laisse passer une petite partie, et c'est là que du coup, c'est une histoire de conscience-inconscience, soi-disant le rêve. Et du coup, en parlant, même en parlant avec certaines personnes, en racontant mon rêve, ce rêve-là en particulier, je sais que c'est les gens, ils m'ont dit « Ah bon, mais c'est peut-être parce que tu as un sentiment d'abandon ». En fait, c'est vraiment d'en discuter qui m'a fait penser que ça pouvait représenter un sentiment d'abandon. Ça m'intéresse de savoir pourquoi je rêve de ça et comment tourner la chose dans le sens où j'aimerais bien que ça m'apporte quelque chose. Parce que dans chaque rêve, moi, je pense qu'il y a des significations différentes ou des mêmes... ça peut signifier, par exemple, l'abandon, ça peut avoir une signification à travers différents rêves. Il peut y avoir la signification de l'abandon de différentes manières. Alors là, pour Josie, en fait, l'histoire, c'est que elle donne la conclusion que d'autres ont donnée pour elle. Elle pense que les autres ont raison. Elle pense que, voilà, qu'ils peuvent... je veux dire, c'est pas d'elle-même qu'elle a tiré cette conclusion, qu'elle avait pu être abandonnée. Ce n'est pas ça que lui dit son rêve en réalité. En fait, disons, pour le savoir, il faudrait vraiment entrer dans l'interprétation avec elle. Mais ce que je remarque, c'est qu'elle dit beaucoup que... voilà, ce sont les gens qui lui ont dit « c'est peut-être que tu as un sentiment d'abandon ». Mais en fait, elle n'a pas l'air de l'éprouver. Donc en fait, je pense que le rêve peut lui dire que tu es en otage, prisonnière, on peut dire, des idées des autres. Et donc il faudra que tu reviennes à toi. Justement, pour que ça apporte quelque chose, il faudra qu'elle se forge ses propres opinions et surtout qu'elle ne laisse pas n'importe qui lui mettre dans la tête l'idée voilà, que la personne comprend son rêve en dehors d'elle. Non, ce n'est pas possible. Effectivement, la réponse est en elle-même. Donc il s'agirait de davantage passer par le ressenti, les émotions, voir ce qui se passe vraiment dans sa vie et pas se laisser dire des choses par les autres. Voilà. Quand j'étais au lycée et au collège, j'aimais bien interpréter mes rêves et ceux de mes amis qui me les écrivaient et puis il fallait que je les interprète parce que j'avais les bons bouquins. Voilà. Ça me faisait bien triper de faire ça. Voilà. Tu faisais l'analyse des rêves de tes amis. Oui, c'est marrant ça. Puis j'aimais bien Freud, alors bon, j'étais partie dans un petit délire comme ça, collège-lycée, puis après ça m'est passé, je me suis rendu compte que c'était pas toujours... que c'était hyper subjectif les rêves et qu'on pouvait pas les analyser par une personne et que la réponse était dans la personne quoi.
il vaut mieux en discuter que une autre personne les analyse. Il faut les analyser soi-même, quoi. Ouais. Il y a un rêve qui m'avait bien marqué, que j'ai fait il y a quelques mois, je pense maintenant, où j'étais sous la douche et je retirais c'est trop bizarre à expliquer, mais je me voyais je voyais mon dos, et j'ouvrais en fait la peau de mon dos, je l'enlevais de mon dos, je la déposais au sol, et je nettoyais l'intérieur en fait de mon buste, quoi. Et après, je remettais sur moi la peau. On me recousait, voilà. Et ce qui était bizarre, du coup, dans mon rêve, après, je dormais sur le ventre sur un tapis un peu genre de yoga, avec un linge sur mon dos. Et j'avais des gens que je pensais être des Japonais qui veillaient sur moi. Et c'était bizarre parce que, en plus, j'enlevais toutes les impuretés sur mon dos, sur l'extérieur aussi de la peau et tout. Enfin, il y avait un truc de nettoyage en profondeur. On peut vraiment pas faire plus en profondeur, quoi. Y a pas... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'image. Ça m'a vraiment fait bizarre et j'avais vraiment l'impression. J'étais dans le rêve, quoi. J'étais vraiment dans le truc. Ah ouais, c'est vrai ce que je fais, ça se passe comme ça et c'est possible, quoi. Il n'y a pas de souci. Je peux enlever la peau de mon dos, je peux regarder. Je peux avoir un peu de sang, mais c'est pas grave. Enfin, c'était tout un truc hyper étrange. Voilà. Et en même temps, je dis pas, ça m'a pas dégoûté quand je me suis réveillée, ça m'a pas trop perturbée. J'ai trouvé ça juste super intriguant en fait. Et je l'ai noté du coup celui-là parce que il m'avait vachement marqué, surtout dans mon travail où je travaille avec le corps, quoi. Ouais, je trouvais ça dingue, voilà. Est-ce que tu t'es sentie nettoyée? Parce que tu dis que dans ce rêve, tu te nettoies en profondeur. Est-ce que toi, après, quelques jours après, quelques mois après, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui s'était peut-être en lien avec ça, pas spécialement? Je sais pas. Non, j'ai l'impression que le rêve en lui-même m'a fait du bien. M'a mis un petit peu en paix avec moi-même. Ou peut-être m'a envoyé aussi ce message d'être... Enfin, pour moi, peut-être je le vois dans un truc peut-être d'acceptation aussi. Et de profondeur. Voilà. Mais ça fait pas forcément effet dans la réalité, mais il y a ce message que j'en retiens et je crois que j'ai envie de retenir ça. Pour moi. Donc là, par rapport au témoignage d'Alice, je trouve que sa conclusion est très juste. La réponse est dans la personne, c'est vrai. Simplement, si les réponses n'étaient qu'en nous, je dirais que tout le monde saurait interpréter ses rêves. Or là, non. C'est-à-dire que la réponse est en soi, elle est dans le rêveur, mais l'interprète est là, je dirais, pour le faire accoucher. L'interprète est comme un accoucheur, parce que l'interprète a une vision neutre. Et dans le rêve qu'elle reçoit après, là, avec les Japonais, avec ce nettoyage, je pense que aussi c'est en relation peut-être avec son passé, parce que donc on lui ouvre le dos et on nettoie ce qui est à l'intérieur. Mais disons que pour atteindre le buste, là, il faut passer par le dos. Donc effectivement, il y a sans doute des nettoyages qui ont été faits afin que ça ne rejaillisse pas sur ses sentiments, ses émotions, savoir si à ce moment-là, elle avait peut-être une relation, enfin, je ne sais pas. Bon, c'est très difficile à interpréter sans poser des questions à la personne, donc je ne m'y risquerai pas plus. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une très bonne observation qu'on ne peut pas interpréter le rêve de quelqu'un comme ça. C'est vrai. Voilà.
j'ai une catégorie de rêves que je trouve assez particulière et c'est les rêves récurrents. Et je fais un rêve récurrent depuis, je dirais, 5-6 ans, à peu près. Et c'est ça, en fait, quand tu m'as parlé du podcast, c'est ça qui est venu direct. Je me suis dit, mais moi, je fais des rêves récurrents, je pourrais vous en parler. Et j'adore parler de ça, parce que c'est un monde, quoi. Vivre des rêves récurrents, c'est vraiment une aventure à part entière, mais dans le monde du sommeil, c'est ça qui est fou. Je vous raconte ? Vas-y. Allez. Alors, le premier rêve de cette longue série de rêves récurrents que j'ai fait, c'est en gros, je me suis retrouvée face et dedans dans un tsunami, dans une vague géante en fait. C'était un rêve extrêmement désagréable, très très effrayant, où j'étais au milieu d'un tsunami, d'une tempête avec des vagues géantes et où je me noyais littéralement. Donc ça a été le premier. Et j'étais dans une période de ma vie très très agitée, j'avais beaucoup d'angoisse, je faisais beaucoup de crises de panique, j'étais pas du tout apaisée. Et maintenant je le sais avec le recul, en fait c'était lié à un état émotionnel que je contrôlais pas du tout. Je subissais complètement mes émotions qui sont toujours, mais à l'époque c'était complètement foudroyant, très fort, des émotions très fortes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ces rêves de tsunami et de vagues géantes. Et donc ça s'est reproduit plusieurs fois, à plusieurs moments. Et c'est là où c'est aussi intéressant parce que comme ça c'est le genre de rêve qui reste un peu sous la peau pour moi, ce que je disais tout à l'heure. Et c'était tellement fort que j'avais besoin de l'extérioriser dans le monde réveillé. C'est-à-dire que j'ai une période où j'ai dessiné des vagues pendant plusieurs semaines, où j'ai dû peindre un peu cet élément aquatique qui me noyait. Et quelques temps après que ça ait commencé, j'ai commencé un travail sur moi, un travail d'autoconnaissance et un travail pour me connecter à mes émotions et essayer d'apaiser un peu tout ça petit à petit. Et ce qui est incroyable, c'est que ces rêves récurrents, ils ont évolué avec mon évolution personnelle. Alors, la poule ou l'œuf, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai fait ce rêve, mais cette fois-ci, je n'étais plus dans l'eau en train de me noyer, mais j'étais sur un promontoire. Vous voyez, un peu comme les vagues géantes de Nazareth, où il y a le public qui est en haut et il y a des surfeurs en bas qui affrontent les vagues géantes. Et ben, je me suis retrouvée comme ça dans mon rêve, un peu sur un promontoire, et il y avait des vagues géantes, il y avait des gens dans ces vagues géantes, mais moi je n'y étais plus. J'étais terrorisée, c'était horrible, mais j'étais un petit peu plus en distance par rapport à ces vagues. Ensuite, j'ai été à nouveau dans les vagues, mais cette fois-ci dans une ville, et j'avais la possibilité dans mon rêve de me dire que si je m'accrochais à des barreaux, j'allais survivre. Et finalement, quand je me disais ça, la vague, elle arrivait beaucoup plus lentement, comme ça, comme au ralenti. Et du coup, c'était moins subi, c'était un petit peu plus contrôlé, ou en tout cas, j'avais ma petite part à dire, mon petit mot à dire dans l'histoire. Et à cette période-là, c'est une période où j'ai commencé à mettre un peu des mots sur mes émotions et à les calmer un petit peu, à les apaiser un petit peu. Et maintenant, plusieurs années plus tard, je fais encore ce genre de rêve, mais ce sont des vagues de taille normale, plus ou moins normale, un peu grande des fois, mais à peu près normale. Et en général, je vois la tempête arriver de loin, j'ai le temps de me préparer, j'ai le temps de prendre mes précautions, de prendre mes distances, de me mettre à l'abri. Des fois, je suis responsable d'autres personnes aussi dans ces rêves-là de vagues. Et j'ai le temps de mettre tout le monde à l'abri, j'ai le temps de... Voilà. Donc vraiment une évolution dans ce rêve récurrent. Et clairement, aujourd'hui, je peux dire que je subis plus du tout mes émotions et mes angoisses de la même manière. Donc c'est vraiment... Voilà, on a évolué ensemble, ce monde des rêves et ce monde conscient, l'un nourrissant l'autre, parce que ces vagues géantes, elles m'ont permis aussi de mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas, et elles m'ont aidé à résoudre une complexité dans ma vie qui était très 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 lourde à vivre et à gérer. Et en plus, au-delà de toi, tu disais, il y a des personnages, t'arrives à mettre les gens à l'abri. En fait, alors les gens qui sont dans mon rêve récurrent, alors ça c'est hyper bizarre, il n'y a jamais une seule personne connue, jamais un visage, je ne sais jamais qui c'est. Mais ce sont des figures en fait, comme des symboles un peu de quelqu'un. Je me demande même s'il n'y a pas des rêves où c'était peut-être plusieurs facettes de moi-même que je devais mettre à l'abri. Comme moi enfant, moi plus vieille, il y avait plusieurs moi en fait.
très bizarre. Et des fois c'est des hommes, des fois c'est des femmes, c'est très étrange. En tout cas, c'est pas une foule, hein. C'est toujours 1 ou 2 personnes. Ça reste gérable, on va dire. Je subissais les vagues dans mes rêves, mais je subissais la vie dans la vie. Enfin, c'était pas du tout clair, c'était pas du tout limpide. Par contre, ce qui était clair, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, et avec le travail, avec l'évolution de la compréhension du monde, de mon monde, de mes émotions, j'ai vu la corrélation, surtout que, comme je te dis, il y avait une amélioration dans ma gestion des tempêtes géantes, en même temps qu'il y avait une amélioration dans la gestion de mes émotions, de mes angoisses, de mon anxiété aussi. C'est très lié à l'anxiété, ouais. Donc maintenant, les vagues, elles te submergent plus? Elles me submergent plus, elles me stressent, elles m'angoissent. J'ai jamais très très envie d'y être. Il y a toujours une grosse montée quand même d'adrénaline dans ces rêves-là, hein. Je suis pas bien du tout. Je me souviens d'un jour, je devais faire une longue route. On devait partir je sais pas où, et j'avais rêvé que la voiture, elle était comment on dit, coincée dans le sable au bord d'une plage. On ne pouvait plus l'enlever, les vitres étaient ouvertes et il y avait une montée des eaux comme ça qui rentrait petit à petit, qui allait rentrer dans la voiture. Là, tu vois, c'est tout con, mais c'est lié à un stress, à une angoisse. Mais je ne suis plus en danger de mort, je ne suis plus en panique totale, c'est fini. Je gère à peu près. Waouh. C'est dingue. Là, je trouve le témoignage de Juline tout à fait remarquable. La façon dont elle est entrée dans son ressenti et la façon dont elle a travaillé avec le rêve. Et on voit vraiment que oui, le rêve, on voit l'action du rêve, comment le rêve peut vous aider. C'est-à-dire qu'elle était prise dans toutes ses émotions et ses angoisses, et le rêve est venu en fait la soutenir. Il lui a montré effectivement ce qu'elle vivait, ces tsunamis après les vagues, mais le fait qu'elle se soit intéressée à ses rêves et qu'elle soit passée par son ressenti, eh bien, elle a été accompagnée et le rêve lui a montré les progrès qu'il y avait en elle. Et ça lui a permis, je pense, vraiment quelque part de s'en sortir. Et en plus, ensuite, elle est arrivée, il commençait à y avoir des constructions, une ville. Et bon, c'était encore difficile, mais malgré tout, elle trouvait des solutions. Et ensuite, eh bien, effectivement, elle a pu mettre des mots aussi sur les émotions, faire un travail sur elle. C'est extraordinaire. Bon, l'histoire n'est pas finie, mais visiblement, ça lui tient à cœur et elle s'accroche. Et c'est très bien, attention de ne pas mettre la barre trop haut avec les barreaux. Mais bon, là, il y a bon espoir, je dirais. Et peut-être après construire aussi quelque chose dans sa vie, un projet ou quelque chose, parce que c'est vrai que quand il n'y a que des émotions, c'est difficile de construire sur des émotions, c'est pas solide. Il faut quand même des pierres, il faut des appuis, des points de repère. Alors déjà, les mots sont des points de repère. Des mots, en mettant les mots dessus, on peut déjà prendre de la distance. Donc voilà, ma foi, bon courage, Juline. Bravo, félicitations. J'ai commencé il y a, maintenant je devais avoir aux alentours de 20 ans, donc il y a 20 ans, à faire une sorte de, moi j'appelle ça une carte des rêves, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me souviens d'un rêve, alors déjà j'essaye de m'en rappeler au maximum, j'essaye de le rementaliser, de revivre son déroulé, de ressentir les émotions que j'ai eues pendant le rêve. Je le fais tout d'abord parce que c'est un plaisir de le faire. Je crois que c'est un plaisir, et puis j'ai l'impression que ça me permet aussi, quand c'est des cauchemars, de le prendre en conscience. Ça me permet de le désamorcer quelque part. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et je sais qu'il y a 2 rêves à un moment donné, dont je me souviens très bien d'ailleurs encore aujourd'hui, qui se sont mis en correspondance. Mais je dis en correspondance, c'est vraiment territorial. C'est-à-dire que je me suis dit, celui-là, il est à côté, mais physiquement de celui-là. Évidemment, puisqu'il y a cette même montagne qui correspond, et je me suis rendu compte que les 2 étaient à côté. Et je trouvais ça assez fou. Et en fait, j'ai continué à rêver, un peu à droite, à gauche, je dirais, dans différentes ambiances. Et en fait, il y a des ambiances au fur et à mesure qui sont collées les unes aux autres, qui sont agglomérées et qui ont commencé à former une sorte de paysage et de cohérence globale. C'est comme des libres associations d'idées.
on va dire. Je pense que les rêves se mettent en lien comme ça, au fur et à mesure. Et je pense que maintenant, c'est devenu un jeu pour ma conscience aussi de le faire. Moi, ça me permet de me rappeler de mes rêves. C'est-à-dire que sur cette carte, j'ai différentes ambiances et différents lieux. Et par exemple, je classe un rêve que j'ai vécu, je le mets dans cet endroit-là. Ça me permet de m'en souvenir. Et j'aime bien me souvenir de mes rêves, en fait. Comme ça se divise à peu près en quatre parties, cette carte des rêves. Du coup, en haut à gauche, il y a ces 2 rêves principaux, donc ce château d'eau et cette petite maison. C'est une zone montagneuse assez aride, on va dire. En dessous, c'est la zone plus des villes, donc une grosse métropole. C'est aussi Paris, c'est aussi Marseille, tout ça, ça se mélange un peu. Il y a beaucoup d'architecture avec des dômes dorés, avec un cimetière aussi, toujours dans la nuit, qui surplombe l'ensemble de ces villes, avec quelque chose d'assez étrange, d'assez mystique autour de ce cimetière-là. Il y a des autoroutes, il y a des avenues. Après, il y a des situations très précises de rêve que j'ai vécues et que j'arrive à replacer à certains endroits dans ces villes. Mais on va dire qu'en gros, en bas à gauche, c'est plutôt la zone de la ville, sauf sur la côte, puisqu'il y a toute une côte ensuite, donc là où il y a l'océan, les plages, des zones marécageuses avec des rochers qui sortent de l'eau. Ensuite, la carte des rêves est traversée de bas jusqu'à son milieu par une sorte de grande route, où là qui est aussi longée par des petites maisons, des petits immeubles. C'est une ville plus d'Amérique centrale, je dirais. Voilà, c'est un endroit aussi où j'ai vécu, l'Amérique centrale, et du coup, ça me rappelle cet endroit-là, où il fait toujours nuit, où il y a beaucoup de feux d'artifice, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'avenue principale, on va dire, du rêve. Après, tout au nord, tout en haut, donc il y a toute la zone montagneuse, donc là, plus enneigée, donc c'est beaucoup de rêves aussi autour des stations de ski, d'être dans la montagne, tout simplement, dans les hauts sommets. Et il y a aussi une partie de la carte alors, qui est vraiment hyper intéressante. Je pense que moi je suis pas trop dans l'interprétation symbolique des rêves, en tout cas c'est pas ce que je cherche forcément, mais peut-être que ça pourra parler à des gens, mais en tout cas moi ça m'intéresse s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pourraient me donner des pistes là-dessus. Donc dans la partie en bas à droite du rêve, moi j'appelle ça l'œil sombre de la carte des rêves, c'est-à-dire que c'est une partie immense. Toute la carte des rêves, elle est extrêmement remplie, extrêmement dense, les rêves se superposent, il y en a qui chassent d'autres, etc. Tout ça, c'est très foisonnant. Et en bas à droite, dans toute cette zone-là, il y a un lac, il se passe rien. Il y a un lac d'eau grise, je dirais d'eau assez épaisse, quoi, comme un peu du plomb, quelque chose comme ça, qui a presque la forme d'un œil. Et au milieu de ce lac, il y a un arbre, un grand arbre, très enraciné, avec beaucoup de feuilles, un grand chêne, je pense, et qui est complètement immobile. Pour le coup, cette zone est complètement figée, et elle ne bouge jamais, et il ne s'y passe jamais rien. Le rêve me permet de donner une certaine qualité à la nuit qui me plaît. En même temps, des fois, les rêves me débordent complètement, et pour pas me faire déborder, créer un espace et créer une carte, pour moi, c'est une manière de les cadrer. De les cadrer, c'est peut-être pas le mot, mais de leur trouver une place pour pas qu'ils me débordent trop non plus. Après, moi, je suis assez sceptique sur une sursymbolisation des rêves, c'est-à-dire les livres des rêves qu'on peut trouver dans les magasins où d'un seul coup, on va pouvoir trouver les clés d'interprétation de nos rêves. Bon, il y a certes des symboles communs dans les sociétés dans lesquelles on vit, et ces communs-là, bien sûr, se retrouvent dans les rêves, et ça peut être effectivement des portes d'entrée symboliques, etc., même qui nous dépassent à des moments donnés. Donc ça, oui, c'est plus de l'ordre du travail psychanalytique. Après, je trouve ça intéressant aussi les manières de vivre des rêves d'autres cultures, on va dire. Voilà, il y a tout un tas de possibles autour du rêve.
Donc le témoignage de Matteo, je le trouve tout à fait remarquable avec sa cartographie, car cela m'évoque les 4 fonctions de Jung. Et c'est intéressant comme c'est classé. Donc, et aussi, il a fait ça avec le ressenti. Donc, je trouve ça, oui, c'est vraiment la démarche avec les rêves. On peut dire qu'il y a vraiment une démarche par le ressenti et le corps. Et donc, on retrouve en haut à gauche, bah, logiquement, c'est plutôt l'intuition. Et là, donc, il y a sa petite maison et son château d'eau. Donc, on peut penser que c'est peut-être sa nature d'être surtout dans l'intuition. Et puis, le château d'eau, il peut représenter aussi les rêves, sans doute, enfin une partie. Ensuite, en bas à gauche, donc, il dit qu'il y a beaucoup voilà, des villes, et puis il y a aussi l'océan. Et là, c'est plus le domaine des ressentis, des sensations de la terre, en bas à gauche. Voilà. Et ensuite, en haut à droite, donc c'est plus le domaine de la pensée. Et donc là, on voit une montagne dans la neige. On peut penser peut-être à la méditation, mais une méditation qui serait comme un fonctionnement de pensée. Et aussi, c'est aussi, par exemple, avec le ski, les stations de ski, tout ça, c'est vraiment une activation mentale. C'est-à-dire, par exemple, quand on interprète les rêves, l'interprétation de rêve peut être représentée aussi, par exemple, par du ski, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Ensuite, on peut facilement déraper quand on interprète. C'est glacé, c'est gelé. C'est-à-dire que c'est aussi le nord, où il fait froid. Donc, c'est le mental rationnel, souvent, qui est là, et donc on s'active à ce niveau-là. Et puis ensuite, en bas à droite, il s'agit plus du domaine des sentiments, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et là, par contre, c'est assez étonnant l'image de ce lac où tout est immobile, avec ce grand arbre. Alors, je ne sais pas au niveau affectif ce qu'il se passe. Enfin bref, ça ne pourrait être déterminé qu'avec, qu'en questionnant Matteo. Ça, après, c'est sa vie, son domaine de vie. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant, très, très surprenant en même temps, oui, d'arriver à ça. Et peut-être, alors je ne sais pas si Matteo connaît l'œuvre de Jung, Carl Gustav Jung, mais je pense qu'il pourrait s'y intéresser avec bonheur et que ça lui apporterait beaucoup. Voilà, maintenant, c'est trop foisonnant pour tenter une quelconque interprétation, je ne m'y risquerai pas. Voilà. Dans notre société actuelle, même on voit très peu de reportages sur les rêves. J'ai l'impression, moi personnellement, que je vois pas tant que ça. Donc c'est dommage parce qu'il y a matière à parler dessus, je pense. Le rêve, je pense que c'est une matière inépuisable et qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Mais ça peut être intéressant de redonner du sens à ce qu'on vit chacun dans la nuit, quoi. Le rêve nous traduit des choses qu'on est capable de capter, mais qu'on ne peut pas nous traduire, vraiment comme un fichier crypté qu'on reçoit, qui va se caler quelque part en nous, où on n'a pas accès, et le rêve peut nous connecter à ça. C'est un moyen de connexion. Des fois, je me demande, est-ce que mes rêves, ce sont un monde ? C'est-à-dire que moi, je le vis comme étant un monde à part, ou des mondes à part, et en même temps, je me dis un monde, pour moi, la définition du mot monde, c'est quelque chose de partagé, c'est-à-dire du commun. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres gens ou d'autres consciences qui partagent ce même rêve. Donc, est-ce que c'est une conception complètement occidentale où moi, je vis un truc complètement dans ma tête et dans mon délire, où je vais piocher à droite à gauche, mais je suis vraiment tout seul là-dedans, ou est-ce qu'il existe une autre dimension où, du coup, la dimension du rêve est un espace de rencontre avec, pourquoi pas même d'autres formes de vie ou quoi, j'en sais rien. Moi, je dis ça, je crois. En plus, je crois pas spécifiquement à des choses. J'ouvre juste des possibles en me disant toutes ces choses-là qui se passent dans les rêves, c'est quand même dingue. Alors, est-ce que c'est un délire individuel ? Est-ce que c'est un délire collectif ? Est-ce que c'est un autre monde, d'autres mondes ? J'en sais rien du tout. J'en sais rien, mais ça m'intrigue fortement parce que c'est puissant. Voilà. C'était le 3e épisode des Rêveuses. On espère que cela vous a plu, autant qu'on a eu de plaisir à le réaliser.
Merci à Aline Magnin, interprète des rêves, pour votre témoignage et merci d'avoir apporté votre regard sur la manière dont nos invités interprètent leurs rêves. Merci aux rêveuses et rêveurs, Alice, Josie, Juline et Mathéo pour vos témoignages. Merci à l'équipe de Radio Galère pour la disponibilité et la chaleur de vos locaux, dont la porte est toujours grande ouverte. Merci à Julien et à Tito pour les créations sonores. Vous pouvez réécouter le podcast sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux @lesrêveusespodcast. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante lesrêveuses.podcast@gmail.com. Mimi Sao vous embrasse chaleureusement d'Agadir, au Maroc, et moi depuis Garopaba, au Brésil. Je réalise actuellement la traduction des témoignages enregistrés ici. On vous laisse en musique avec le morceau Manto da Noite de l'artiste brésilienne Luigi Luna. Et on se retrouve le mois prochain pour le nouvel épisode des Rêveuses. D'ici là, Faites de beaux rêves. Manto da noite, dona de todo breu. 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 E eu, estrela no céu da tua boca, ela quase sobrenatural. Voz trovão, meu corpo um temporal, chuva de verão. Era mês de carnaval, subo ladeira, beijo na Avenida 7, desço ribanceira, abaixo do meu erro, cinza de quarta-feira. Manto da noite, dona de todo breu. 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 E eu, estrela no céu da tua boca, ela quase sobrenatural. Voz trovão, meu corpo um temporal, chuva de verão. Era mês de carnaval, subo ladeira, beijo na Avenida 7, desço ribanceira, abaixo do meu erro, cinza de quarta-feira. Manto da noite, dona de todo breu. 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 Beija minha boca essa noite, vem. Da cor da noite te quero, vai. Beija minha boca, te quero bem. Da cor da noite eu te quero mais. Beija minha boca essa noite, vem. Da cor da noite te quero, vai. Beija minha boca, te quero bem. Da cor da noite te quero mais. Beija minha boca, beija minha boca, beija minha boca, beija minha boca.